Bonjour tout le monde, ou rebonjour pour ceux qui étaient là il y a encore un instant pour la conférence de Jean-Pierre Gou. Eh bien voici notre rendez-vous du dimanche après-midi avec les nouveaux récits du Festival Atmosphère. Depuis le début, nous avons été parmi les premiers, pour ne pas dire les pionniers, sur cette idée de nouveaux récits, raconter le monde différemment en intéressant les scénaristes, les réalisateurs, les producteurs à toutes ces questions qui nous occupent ici au festival, et puis surtout en faisant des connexions avec tout le monde scientifique et militant et toutes les associations et qui nous accompagne également. Et donc, dans le cadre de ce parcours Nouveau Récit, on a un concours de court-métrage et on a un concours de synopsis. Synopsis de long-métrage, de séries et d'animation. Alors, nous avons un public qui, pour certains, connaissent déjà l'exercice, pour d'autres non. Vous allez donc avoir sur cette scène, dans les minutes qui vont suivre, 8 scénaristes ou groupes de scénaristes qui vont se succéder et qui vont vous raconter leur projet. Ils vont vous raconter leur film, tout simplement. Film, série ou film d'animation que vous verrez peut-être sur grand écran ou à la télévision dans quelques années. Un exercice assez singulier pour lequel je vous demande bien sûr beaucoup de bienveillance parce que le travail des scénaristes, c'est d'écrire et de converser entre eux et avec un écran, pas forcément de parler devant une grande salle. Donc ils sont derrière, tous, ils ont répété, ils connaissent par cœur leur histoire, mais ce n'est pas forcément l'exercice le plus facile pour eux. Vous allez pouvoir donner votre avis, je crois qu'on vous a distribué des petits papiers et vous allez avoir un avis sur la sélection de ceux qui seront récompensés. Et puis nous avons un jury de professionnels présidé par Claude Barras, qui est en résidence d'écriture actuellement et qui est donc le président du jury. Il se trouve actuellement en résidence d'écriture en Corse et il assiste en direct au pitch en streaming. Il est normalement là. Claude, tapez 2 fois si vous êtes là. Il est là, donc il va bien suivre cette séance de pitch. Et les autres membres du jury sont Valérie Martin, qui fait partie des fidèles parmi les fidèles du festival, chef du service mobilisation citoyenne et médias de l'ADEME. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, le concept, c'est qu'on commence doucement, mais après, on fait une hola pour le dernier. D'accord? On est dimanche après-midi, il est 15h, c'est pas le moment de faire la sieste. Pascal Deschamps, conseillère des programmes pour les coproductions internationales des séries jeunes publics France Télévisions. Lisa Huitz, chargée de production à la Belle Télé. Marion Johanner, réalisatrice et vice-présidente de Lecteurs Anonymes. Là, je sens que vous vous essoufflez un petit peu. Il y en a encore 1, 2, 3, 4. D'accord? Yves Darondeau, producteur de Bonne Pioche. Ludovic Duclary, scénariste de la Cité européenne des scénaristes. Brigitte Saban-Weyers, productrice de La Prod. Et Catherine Jean-Joseph Santuc, consultante en production audiovisuelle, cinéma, experte en inclusion et diversité. Merci à vous tous d'être présents. Donc, le jury va évidemment écouter avec attention les pitchs de ces scénaristes et puis ensuite se retirera et nous saurons ce soir quels sont les lauréats lors de la cérémonie de clôture avec la projection en avant-première du film La Vague. Et puis à la suite de cette session de pitch, vous aurez droit à ce film Arco formidable qui a été lui récompensé au Festival d'Annecy. On va commencer tout de suite cette session de pitch avec les premiers pitchers. Ils auront donc 5 minutes chacun pour vous pitcher leur histoire. Nous allons commencer avec la catégorie long métrage, Des loups dans la vallée de Claire Egnel et Martin Bayon. Les voici. Bonjour. Bonjour. Des loups dans la vallée, c'est un film qui se passe dans un village des Alpes avec le retour du loup depuis quelques années qui attaque les troupeaux. Notre personnage, c'est Balthazar. Balthazar, c'est un éthologue, donc c'est un spécialiste du comportement des animaux. Avant, il travaillait pour l'État sur le dossier loup, mais il a démissionné de son poste parce qu'il était écœuré. En fait, pour lui, le problème des loups, c'est les humains qui ne sont pas capables de se parler. Ça l'a rendu complètement misanthrope. Et aujourd'hui, il passe sa vie dans la forêt, il est photographe animalier, et moins il voit d'humains, mieux il se porte. Sauf qu'un jour, le village où il habite est traversé par un drame. Un homme est tué par un loup. Et ça, pour Balthazar, c'est impensable. Un loup comme ça qui sort de la forêt, qui tue un humain, enfin, ça arrive pas, quoi, c'est pas possible. C'est impensable, mais les tests ADN sont formels. Cet homme a bien été tué par un loup. Et c'est même pire que ça pour Balthazar, puisque suite à cette attaque, le préfet annonce que le 1er juillet, quand ce sera légalement possible, il ordonnera l'extermination de toute la meute.
On est fin avril, donc Balthazar, il a 2 mois. 2 mois pour comprendre ce qui s'est passé, trouver le loup coupable, le livrer au préfet, un peu comme une sorte de chasseur de primes. Son idée, c'est qu'en faisant ça, il pourra épargner le reste de la meute. Alors immédiatement, il repart dans la forêt pour mener son enquête en solitaire comme d'habitude, mais très vite, il réalise qu'il est suivi. Il est suivi par Pauline, la fille de la victime. Alors Pauline, elle a 16 ans, elle vient de perdre son père et elle a toujours pas réussi à pleurer. En fait, elle est dans une sorte de sidération et elle s'imagine que dans une sorte d'impulsion mystique, si elle voit le loup qui a tué son père, elle va ressentir quelque chose qui va l'aider à avancer. Et elle insiste tellement que Balthazar n'a pas tellement d'autre choix que de la laisser venir avec lui. Donc voilà le grand misanthrope solitaire qui est obligé de faire un binôme. Et il va lui enseigner à suivre les loups. Elle va le forcer à communiquer avec au moins un être humain. Et ensemble, ils vont mener l'enquête de la façon d'un éthologue, c'est-à-dire qu'ils vont avoir accès aux traces laissées par les loups dans la forêt, aux carcasses d'animaux mangés par les loups, et à des images données par des pièges photos placés dans la forêt ou des caméras de surveillance placées à proximité des troupeaux. Mais comment ils mènent cette enquête? Comment on retrouve un loup mangeur d'hommes alors qu'a priori, les loups ne tuent pas les humains? Donc en fait, eux, leur première hypothèse, c'est d'essayer d'identifier un individu qui serait anormalement agressif. Et ils trouvent un premier suspect, donc c'est le mâle reproducteur de la meute qui a l'air plus entreprenant que les autres. Mais avant qu'ils aient pu valider cette hypothèse, ce qui se passe, c'est que les éleveurs du village, qui n'ont pas l'intention d'attendre 2 mois avant de se débarrasser d'un loup tueur d'hommes, organisent une battue illégale, tuent précisément le mâle reproducteur de la meute, leur suspect numéro 1. Et là encore, des tests ADN sont réalisés et en fait, c'était pas lui. Voilà. Donc là, catastrophe. Un loup a été tué, la meute est déstabilisée, le loup n'était pas le loup coupable, et l'enquête est de retour à la case départ, quoi. Sauf que c'est pire que ça, en fait, dans le village, le clivage entre pro et anti-loup devient de plus en plus explosif et ça va mettre leur enquête sous pression. À partir de là, en fait, leur objectif, c'est de comprendre ce qui s'est passé, le comprendre vite, et essayer de faire en sorte que la vérité puisse être entendue par les pros et par les anti-loups. Voilà, en résumé, Des loups dans la vallée, c'est un polar avec des loups. Donc déjà, c'est un polar, parce qu'en fait, nous, on aime les polars, on trouve que c'est un genre généreux, et on a envie d'aller travailler ce plaisir de l'enquête, des retournements de situation, des fausses pistes, avec une résolution claire, et puis le tout sous la pression d'un compte à rebours précis. Ensuite, c'est un polar avec des loups. Parce que vous l'avez compris au pitch, un éthologue, c'est déjà une sorte de détective. C'est quelqu'un qui a quelques indices épars et qui essaye comme ça d'en déduire la rationalité de l'animal qu'il étudie. Et dans le film, le coupable, c'est un loup, et ça veut dire que nos personnages doivent rentrer dans la rationalité du loup, penser comme un loup. En fait, quand on a commencé à travailler sur ce projet, on a rencontré des éthologues, des militants, des préfets, des éleveurs, et on s'est rendu compte de quelque chose qui nous a beaucoup frappé, c'est à quel point le loup, c'est un sujet sensible. C'est vraiment un sujet qui met les gens en colère, qui fait peur. Et en fait, quand on interroge les gens, pour certains, le loup, c'est un animal dangereux qui attaque des troupeaux. Pour d'autres, c'est un genre de fantasme de la vie sauvage dans la forêt. Pour d'autres encore, c'est le symbole de la nature qu'il faut préserver face à la civilisation industrielle. Et donc, en fait, tout le monde, les gens ne vivent pas dans le même monde. Et le loup, c'est un genre de révélateur de ces fractures. Voilà, et du coup, on a ensuite lu les Diplomètres de Baptiste Morisot, qui est un livre que vous connaissez peut-être, qui prend le loup comme un cas un peu paradigmatique d'une possibilité de diplomatie interespèce. En gros, la question qui se pose, c'est comment on peut cohabiter avec une espèce non humaine, donc qui sera toujours une sorte d'altérité fondamentale. Comment on peut faire un pacte avec un animal non humain, qui sera donc voilà cette boîte noire qui pourra toujours nous échapper un peu. Voilà. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était ça le sujet central du film. C'est la cohabitation, d'abord entre humains, et ensuite entre humains et loups. Et c'est ça que notre personnage va devoir essayer de construire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci. Et bon festival. Oui, Merci, bon film. merci à tous les deux. Je suis un peu le maître du temps pour que tout le monde ait exactement le même temps. Donc, ils et elles ont 5 minutes. Là, j'ai laissé 10 secondes de débord, mais pas plus. Après, voilà, je fais un peu le méchant. Voilà pour le premier long métrage. On enchaîne avec Bloom de Sacha Aretura. Sacha. Bonsoir, bonsoir. Ok. Prenons une grande inspiration ensemble. Là, maintenant. Voilà. L'oxygène que nous venons de prendre, celui qui nous maintient en vie,
Plus de 50% de cette air vient de l'océan, porté par une multitude d'organismes si petits qu'on ne les voit pas, le phytoplancton. Alors ce film, Bloom, je l'ai écrit parce qu'il y a 2 ans, une biologiste m'a dit cette phrase: si on laissait parler les planctons, ils raconteraient tous nos crimes. Alors le film nous transporte aux îles Kerguelen, le bout du monde. C'est un archipel français qui se situe dans le sud de l'océan Indien. Et le film nous transporte en 2035. L'archipel repose sur un grenier à métaux ultra précieux. C'est en fait ces fonds marins comment dirais-je, enfin, ces fonds marins regorgent de métaux. De métaux qui, par exemple, servent à construire les batteries de téléphone portables. Eh bien, il faut imaginer dans ce monde-là, les îles Kerguelen devenir une sorte de plateforme industrielle, une plateforme d'exploitation où des travailleurs sont pilotés par une grande intelligence artificielle très performante. En gros, ça devient une sorte d'Amazon 2.0 qui pile grand large. Et c'est ici qu'on rencontre nos 3 personnages. Ces 3 destins qui n'auraient jamais dû se croiser. Alors d'abord, il y a Lola. Elle a 27 ans, c'est une biologiste brillante mais précaire. Elle n'est pas venue ici pour sauver le monde. Elle veut juste décrocher un CDI, sauver sa thèse et tenir debout. Et puis il y a Yanis. Yanis, il a 23 ans, c'est un pêcheur saisonnier qui fuit. Il fuit Saint-Malo et ses dettes de jeu, mais surtout, il fuit un traumatisme, un incendie qui lui a brûlé la main et l'a rendu complètement amnésique. Et enfin, Moussa. Moussa, il a 25 ans, c'est un réfugié climatique qui a fui les Comores, qui a fui son village qui a été ravagé par un cyclone. Et donc il se retrouve clandestin en travaillant au noir en tant qu'électricien de nuit au Kerguelen. Donc dans le film, le travail de Lola, en tout cas, se base sur du réel, c'est qu'aujourd'hui, il y a des chercheurs qui étudient des souches de plancton pour leur capacité à capturer des métaux lourds et à dépolluer l'eau. C'est ce qu'on appelle la biorémédiation. Alors l'histoire. Un soir, Lola demande à Yanis de l'emmener sur son Zodiac. Elle plonge une sonde et lâche ses souches de plancton dans l'eau glaciale. Et là, des filaments bleus se mettent à danser. Sous la mer, l'eau s'illumine. C'est splendide, c'est magnifique. Mais le plancton que Lola étudie ne fait pas qu'absorber. Il révèle en lumière les traces d'un désastre environnemental enfoui mais encore actif. Donc concrètement, on parle de déchets qui ont été largués ici volontairement. Et cette pollution, c'est une véritable bombe à retardement. À la moindre faille, des composés toxiques peuvent remonter, transformer l'air en poison et contaminer toute la chaîne alimentaire. Et si cette marée toxique se diffuse, ce n'est pas juste les Kerguelen qui seront touchés. C'est véritablement l'équilibre du globe qui sera touché. Et alors très vite, le destin de nos 3 personnages va être lié. Pour Lola, c'est la fin d'un monde qu'elle a idéalisé. Son doctorat, sa dernière chance, tout lui explose à la figure. Pour Yanis, c'est la certitude que ses traumas vont sans doute refaire surface. Et pour Moussa, c'est une occasion en or. Ce secret, c'est son visa pour sa liberté. Alors nos 3 personnages se retrouvent traqués par un lobby expert en greenwashing qui va être prêt à tout pour éviter le scandale politique. Alors écologiquement, le message est assez simple, c'est que la mer l'océan n'est pas un décor, c'est un poumon, c'est notre poumon, c'est notre mémoire. Et donc on a beau tenter d'enfouir des déchets, quand la mer parle, tout remonte. Et socialement, l'enjeu est tout aussi clair. La question, c'est qui paye le prix de ces crimes. Alors souvent, c'est les plus fragilisés, les plus précarisés, ceux qu'on préfère tenir hors champ. Et Lola, Moussa et Yanis, ensemble le prouvent. Quand ils disent non au silence qu'on leur impose, ils transforment leur quête de survie vers un véritable combat pour la justice. Voilà, donc écoutez, je pense qu'il y a une vraie urgence à explorer ces sujets. Moi, l'idée, c'est que je voulais montrer que même quand on n'est pas un héros, on peut avoir le choix. Soit on ferme les yeux et on survit seul, ou bien on les ouvre et on trouve la force de résister et d'agir ensemble. Voilà, merci, bon festival, bon film. Merci. Merci beaucoup. Merci Sacha Aretura pour Bloom. Vous n'oubliez pas que vous pouvez noter également et donner vos coups de cœur. Et en sachant que vous n'êtes pas là pour juger d'un concours d'éloquence, c'est l'histoire qui doit vous intéresser. D'habitude, il pitch au maximum devant 3-4 personnes dans un bureau.
Et certainement beaucoup moins bienveillante que vous. On passe maintenant à la catégorie série avec Jeanne ne finira pas en EHPAD de Melvin Béréouk. Bonjour, je m'appelle Melvin, mais aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Jeanne. Jeanne, c'est une retraitée normande de 79 ans dont la principale occupation jusqu'alors est de fumer des cigarettes avec sa meilleure amie Colette, tout en débriefant de leur émission préférée, les 12 coups de midi. Seulement voilà, un jour tout bascule. Colette se casse le col du fémur. Pour Jeanne, c'est le drame. Avec qui va-t-elle vanter les mérites de son candidat préféré ? Mais pour ses enfants, les enfants de Jeanne, cette chute, c'est autre chose. C'est un signal d'alarme. Et si ça t'arrivait à toi, maman ? Alors quand ses enfants arrivent arrivent chez Jeanne pour lui proposer de choisir l'EHPAD, comme on proposerait à quelqu'un de choisir un nouveau forfait box plus télé, eh ben Jeanne flanche. Comment peut-elle, là, maintenant, tout de suite, se résigner à choisir l'endroit où finir sa vie ? Une chose est sûre, c'est qu'elle ne le fera pas, puisque Jeanne va déterrer du grenier son sac de randonnée et se réserver un billet de train pour Rome. Bienvenue dans Jeanne ne finira pas en EHPAD, une mini-série comics 6 x 26 minutes, bouclée feuilletonnante, qui va suivre la folle cavale d'une octogénaire déjantée, dont la première destination est donc l'Italie. Mais Jeanne ne finira pas en Italie. Non, non. Pourquoi ça ? Eh bien, à cause de son intestin, nouvellement diagnostiqué intolérant au gluten. C'est quand même con pour le pays des pâtes, non ? Ciao la Dolce Vita, et bonjour le train retour pour Évreux. C'est dans ce train retour que Jeanne va avoir une vraie révélation. Pas une révélation divine. Hein. Elle va juste tomber sur un article qui stipule les 5 lieux où vieillir autrement. Dès lors, sa fuite devient une quête, celle de trouver l'endroit parfait où vieillir autrement, où finir ses jours, pardon. Premier arrêt, Limoges. Jeanne ne finira pas à Limoges. Pas dans un habitat partagé, cette école réhabilitée où c'est le troc, le bien commun, le vivre ensemble qui font la loi. Pas Jean-Luc Reichmann. Ici, Jeanne va commencer à y perdre ses certitudes, ses a priori. Mais elle va surtout perdre le chien végétarien de la communauté qui n'est autre que sa mascotte. Et c'est pour ça qu'elle dira bye bye à Limoges. Deuxième arrêt, Montpellier. Jeanne ne finira pas non plus dans une colocation intergénérationnelle à Montpellier. Une sombre histoire de bœufs planqués dans des boîtes de choc à pic et une perquisition qui tourne mal. Troisième arrêt, le Larzac, une magnifique région où Jeanne ne finira pas non plus. Notamment pas dans un monastère écoféministe où elle est accueillie avec des tisanes de lune qu'elle trouve absolument dégueulasses, raison pour laquelle d'ailleurs elle se mettra à dealer des sticks de café lyophilisés. Mais elle dealera surtout avec des sentiments, une idylle naissante avec la gérante. Et ce ne sera malheureusement pas réciproque. C'est pour ça que Jeanne continuera sa route. Quatrième arrêt, le Lot. Le Lot, dans le Lot, Jeanne va évidemment pas y finir non plus, vous l'aurez compris, mais elle va surtout se battre aux côtés d'un centre de soins autogéré menacé par le rachat par un groupe immobilier qui veut transformer l'endroit en EHPAD premium. Pas dans le Lot, pas à Limoges, pas dans le Larzac, pas à Montpellier, pas en Italie, mais où finira Jeanne ? C'est ce que vous découvrirez dans le 6e et dernier épisode de Jeanne ne finira pas en EHPAD. C'est pas fini. Cette série, c'est une épopée. C'est un road trip, ou plutôt un train trip, d'une grand-mère qui n'est ni mamie gâteau, ni mamie gâteuse, et qui va s'ouvrir au monde sur le tard pour en laisser un meilleur à ses petits-enfants. À travers son regard d'octogénaire, on va aborder des sujets qui n'ont pas d'âge.
le vivre ensemble, la privatisation du soin, la fin de vie, la précarité étudiante, bref, un mélange de thèmes qui habitent chacun des lieux que Jeanne va visiter et qui vont bousculer ses certitudes. Chaque épisode explore aussi un territoire narratif différent, rom-com, polar, absurde, etc. Bref, un joyeux mélange qui donne à sa série sa respiration, car en fait, je crois que pour parler d'un sujet comme de la fin de vie, il faut un peu de tout, il faut du chaos, de la tendresse, de l'amour, de l'humour, du rire. En fait, pour parler de fin de vie, il faut de la vie. Et moi, je ne suis pas prêt de laisser Jeanne mourir tranquille. Merci de m'avoir écouté. Merci Melvin. On continue avec Ève et Adam de Sarah Fromentarius et Anthony Mialet. Bonjour. Bonjour. Alors, une fois n'est pas coutume, on va commencer par un petit conseil. S'il vous plaît, faites attention quand vous vous débarrassez d'un corps dans la nature. Saviez-vous que de l'ADN humain a été trouvé dans du miel d'abeille? Que dans les Pyrénées, c'est le corps d'un randonneur que l'on a trouvé dans un nid de vautour? Ou même qu'une innocente petite fleur peut trahir l'emplacement d'un corps enterré en changeant sa couleur? Vous l'aurez compris, si la nature ne parle pas, elle balance tout. Bienvenue dans Ève et Adam, une série polar, familiale et comédie aux épisodes de 52 minutes et où la nature parle, au cœur des Pyrénées-Atlantiques. La nature parle, mais il faut surtout savoir l'écouter pour résoudre des crimes bien humains. Et ça tombe bien, Ève et Adam savent écouter. Enfin, chacun à leur manière. Ève, c'est une capitaine de police à l'instinct animal qui piste comme personne. Elle ne travaille bien que seule. Sa particularité, c'est qu'elle est atteinte de prosopagnosie, c'est-à-dire qu'elle ne reconnaît pas les visages humains. Donc, pour pouvoir identifier les personnes autour d'elle, elle les associe à un animal. Par exemple, imaginez son chef. Il est trapu, il bougonne souvent, il est facilement essoufflé. Est-ce que vous l'avez? Presque? Non, pas un grizzly. Un bulldog. Et sur le terrain, sa supersensibilité, c'est aussi son super pouvoir. Elle capte les détails que personne ne voit. Elle piste les traces animales comme d'autres liraient une carte. Par exemple, le jour où il retrouve les restes d'un corps en pleine montagne, elle sait exactement où se trouve le nid d'un couple de vautours fauves dans le coin. Elle sait surtout comment y accéder. Elle y retrouve la main de la victime et donc permet son identification. Pendant les interrogatoires, elle écoute les silences. Elle comprend ce qu'il ne se dit pas. Donc, sa méthode est bien éprouvée, mais malgré ça, bientôt, elle est rejointe par un nouveau coéquipier. Adam, lui, c'est le pur scientifique. Si cet entomologiste a quitté son laboratoire à Paris, il préfère nettement quand la nature tient sur ses lames de microscope ou dans ses boîtes de pétri. Les insectes, ce sont ses meilleurs indices. En plus, toujours sur le terrain, jamais de RTT, le bonheur, quoi. Un jour, c'est un scarabée rhinocéros qui a fait basculer l'enquête. En effet, grâce à lui, Adam a compris qu'un coupable avait voyagé dans un pays tropical. Résultat, suspect confondu, merci le scarabée. Comme tout scientifique, Adam est méthodique, rigoureux, un poil rigide. D'ailleurs, l'instinct d'Ève a le don de l'exaspérer, surtout quand les intentions de cette dernière les mènent là où la science peine à suivre. Tout se passe donc au cœur des Pyrénées-Atlantiques, entre les plages et les montagnes, les grottes et les forêts. Et à chaque épisode, c'est donc l'exploration d'un écosystème, d'une espèce ou encore d'une trace, parmi l'infinité des possibles. Et à chaque fois, c'est donc la nature qui révèle les indices. Et donc, on a à chaque fois aussi un nouveau crime, une nouvelle enquête, mais aussi une évolution dans la relation entre Ève et Adam. Ève et Adam, vous vous en doutez, c'est une longue histoire. Ils ont littéralement grandi ensemble. De cours d'école en camp de scouts, ces deux-là étaient inséparables. Puis Adam est parti et Ève est restée. Aujourd'hui, fraîchement divorcé, Adam revient dans la région pour se rapprocher de ses bestioles préférées, ses jumeaux Lubin et Léandre. Bon, pour la même occasion, il se rapproche aussi de son ex-femme, qui en plus est la légiste de la brigade. Joie. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, la maman d'Adam, une grand-mère 2.0, n'a pas vraiment le temps de jouer à la nounou. Entre ses sessions de yoga Bikram et ses apéros entre copines, c'est un véritable courant d'air. Alors du coup, c'est Cléo, la fille d'Ève, qui s'improvise babysitteuse. Cléo, c'est une ado rebelle de 15 ans qui profite de cette occasion pour justement s'échapper de la maison familiale paumée en pleine forêt et, au passage, au Graal, retrouver du réseau. Et peu à peu,
Cléo, elle s'intéresse à l'univers d'Adam. Elle s'approche plus de son univers. Et ce qui pourrait paraître étrange de prime abord fait tout son sens quand en réalité Cléo découvre que elle, qui ne savait pas qui était vraiment son père, ce n'est pas le fameux ranger du parc du Serengeti en Tanzanie, mais c'est bien Adam lui-même. Cette drôle de famille se cherche, se bouscule et apprend à vivre ensemble. Parce qu'au fond, quelque chose d'indicible les unit et les réunit tous, leur lien avec le vivant. Et ça change tout. Parce que résoudre un crime, c'est comprendre ce qui dysfonctionne dans notre monde. Et ici, en l'occurrence, notre rapport à notre environnement, aux autres et aux choix que l'on fait. Ève et Adam, c'est une comédie policière familiale qui propose un autre regard, un prisme différent. Un prisme où la nature n'est plus un décor, ou en tout cas pas un simple décor, mais un allié, un témoin. Un témoin qui, a priori, ne mange jamais. Ève et Adam, entre deux empreintes animales et une plante carnivore qui digère un indice, c'est une série qui nous aide à mieux connaître et comprendre le vivant qui nous entoure pour essayer de mieux vivre avec lui demain. Merci. Merci. Merci à tous les deux. Merci. Ils s'en sortent pas mal jusqu'à maintenant quand même. Hein. C'est pas leur métier de parler en public. C'est vraiment sympa. Ça vous plaît d'imaginer le film en l'écoutant comme ça? Ouais. Vous avez déjà assisté à ce genre de séance de pitch? Non? Oui, d'accord, très bien. Il y a certains qui sont habitués, qui sont déjà venus. Eh bien, écoutez, l'année prochaine, on sera encore là. Mais ce n'est pas fini, on est à mi-chemin. On continue toujours dans la catégorie série avec Biorégion 7 d'Emmanuel Capelin et Martin Sauvageau. Biorégion 7, BR7 pour les intimes. C'est une série d'anticipation rurale, 8 fois 52 minutes. C'est entre politique fiction et récit initiatique. Martin et moi, on a un peu l'air de convaincus. En tout cas, moi, je fais des films sur l'écologie, le climat. Je vis dans un habitat partagé, bioclimatique, dans un village qui fait de la démocratie directe. Bref, convaincu. En fait, non. En fait, on doute. Parce que oui, la Terre est en train de devenir inhabitable. Oui, dans cette situation, de refuser les limites est une folie insupportable. Et en même temps, c'est tellement humain. Et les alternatives qu'on propose, les tentatives d'éviter le pire, demandent des efforts surhumains. Alors on a envie de réaliser une série qui soit à hauteur d'homme, à hauteur de femme, et qui raconte toute la panoplie, tout le best-of des solutions d'adaptation les plus prometteuses au niveau social et technologique, mais sans oublier de parler des tensions très fortes qu'une écologie politique appliquée au quotidien susciterait. Je vous pose d'abord le décor. 2045, au cœur de la France, un territoire expérimental qui vit depuis 15 ans en autonomie, Biorégion 7 donc. Leur objectif, se sevrer du pétrole, de l'extractivisme, de la croissance, ne plus dépasser les limites planétaires. Et ils n'ont plus que 10 ans pour prouver que c'est possible. Pour cela, ils contrôlent strictement la taille de la population. La moitié du territoire est réensauvagé. Les terrestres, comme ils s'appellent, cohabitent dans des villages rénovés en mode low-tech. Pour tempérer les difficultés inhérentes à la vie collective, ils ont mis en place des espèces de rituels un peu étranges. Et puis quand ça frotte vraiment trop entre les gens, on fait appel à la milice tournante. À BR7, chacun fait partie des forces de l'ordre à tour de rôle. L'organe directeur, exécutif de la région, c'est le Conseil intérieur. Ça va être aussi le cœur de notre série. 27 personnes tirées au sort. Pour s'habituer à cette vie qui est quand même bien différente, quand on arrive à BR7, on doit effectuer le service militaire, TE2RE. Au menu de la vie en collectivité, des chantiers agricoles, des chantiers de construction, tout ça rythmé par des moments de danse. C'est de l'endoctrinement, mais joyeux. Notre histoire, elle commence avec nos 3 héroïnes. Sibylle arrive dans BR7, 35 ans, socio-écologue, avec le job dont elle a toujours rêvé. L'État l'a missionnée pour récolter les meilleures pratiques à BR7. Mais elle espère surtout qu'elle va pouvoir sauver sa fille, atteinte d'éco-anxiété profonde. Elle espère que le nouvel environnement pourrait l'aider. Et là, coup de massue pour Sibylle. Dès son arrivée, l'État lui annonce qu'il va démanteler BR7 avant 1 an. Changement d'emploi du temps. Il craint la propagation des expériences non autorisées qui se copient dans le territoire.
Il attend donc de Sibylle un rapport à charge. Le moment est parfait. 3 ans de sécheresse ont fragilisé la communauté de BR7. Et avec ça, les rendements agricoles et la SSA. La SSA, c'est la sécurité sociale de l'alimentation. C'est elle qui permet à tous les terrestres d'avoir une alimentation de qualité en échange de tous leurs devoirs citoyens. Et en fait, c'est un peu ça, la cohésion sociale. Sans ça, tout risque d'imploser. Et ça se complique pour Sibylle quand quelqu'un dévoile les intentions de l'État. La communauté la soupçonne d'être complice. Or, Sibylle veut sauver BR7. Alors, elle doit trouver des alliés. Il y a plusieurs camps. Judith, elle a truqué les tirages au sort pour prendre les commandes du Conseil intérieur. Elle arrive de BR2, une biorégion belge qui a implosé, et elle est arrivée pour cette fois-ci réussir. Bon, si elle prend les commandes, qu'elle veut tout diriger, ça veut dire qu'elle devient autoritariste, et je ne sais pas si c'est hyper compatible avec l'écologie. Et puis, il y a Mado qui tombe malade. Chope le néopalu. C'est une malaria arrivée en Europe avec le changement climatique. Elle a des crises de fièvre qui la rendent délirante. Et certains terrestres croient entendre dans ce qu'elle dit la voix de Gaïa. Mado devient alors, malgré elle, l'oracle d'un culte naissant. Mais l'adolescente n'a ni les épaules ni l'envie de porter de tels espoirs. Et puis, il y a Vincent, 40 ans, un révolutionnaire qui est là depuis le début et qui, face à l'État oppresseur, est prêt à en découdre, voire à tuer s'il le faut. Sauf que Vincent, c'est qui? C'est le père de Mado. Et Sibylle, elle fera absolument tout pour que son ex-conjoint ne se sert pas de leur fille avec son sorte de culte naissant pour justifier cet attentat. Malgré tout, en fin de saison, Sibylle va comprendre que finalement, cette expérience va devoir se transformer pour perdurer, elle va devoir disparaître pour pouvoir renaître ailleurs, peut-être partout. Dans une ultime séquence, Sibylle prend un groupe des terrestres volontaires avec elle. Ils sortent au dehors avec comme mot d'ordre « Organisons la contagion ». Merci. On compte sur vous. Merci à vous. Merci beaucoup. On passe maintenant à la catégorie animation. Si ça se peut, de Chloé Ponce-Voiron et Nicolas Viellet. Les voici, sous vos applaudissements, bien sûr. Ah, c'est un caca de pigeon, ça. Mais c'est dégueu. Moi, les pigeons, ça me dégoûte. Ah, c'est plein de maladies. Ah, ça oui, on les critique, les pigeons. Mais est-ce que vous savez ce que les pigeons pensent de nous? Pas nous, Nicolas et Chloé, nous, les humains. Ben nous, on sait, parce qu'on a écrit une série d'animations, d'épisodes bouclés de 2 minutes, pour laquelle nous recherchons des producteurs. Et pour eux, Les pigeons, pas les producteurs. les gros dégoûtants, c'est nous. Fermez vos petits yeux et imaginez-vous sur les toits de Paris. On vous présente Juju, pigeonne bisée, humano-écolo-anxieuse et rebelle. C'est notre héroïne à plumes. Elle nous observe, petits humains agités tout en bas, et là, qu'est-ce qu'elle voit? Un expert comptable, dépressif, costard-cravate et mal rasé, qui jette son mégot, qui frôle le cendrier, qui tombe par terre et qu'il ne ramasse pas. Non mais vous réalisez un petit peu? Oui, bon, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Ah mais t'es exactement comme Stan en fait. Stan? Oui, Stan, c'est l'un des acolytes de Juju. Un vieux pigeon intello-bourgeois qui a un avis sur tout, genre vieux mec blanc de plus de 60 ans. Un brin réac. Et notre troisième personnage, c'est Nono. Un pigeon ou une pigeonne, Nono n'a pas cherché à choisir, et nous non plus. En tout cas, Nono est un personnage naïf et profondément gentil. À chaque début d'épisode, Juju se plaint d'un humain et d'un de ses comportements auxquels elle vient d'assister. Et comme à chaque fois, Stan minimise et Nono n'y croit pas. Oui, mais Juju, elle veut leur faire comprendre que tous ces incidents insignifiants peuvent avoir des conséquences dramatiques. Alors, elle leur fait voir. Si l'expert comptable dépressif au costard-cravate et mal rasé jette son mégot par terre, imaginez, un léger vent d'est vient rallumer la flamme. Au même moment, un agent d'entretien bègue balaie le mégot dans sa pelle en sifflotant et le dépose dans sa poubelle pleine de feuilles mortes et sèches.
Et là, pff, le sac prend feu instantanément. Mais il ne le voit pas, parce qu'il discute avec la vendeuse de ballons étourdie. D'habitude, il fait moins chaud à cette période. Et là, un enfant avec un ballon licorne s'approche tout près des flammes. Paf! Son ballon éclate à cause de la chaleur. Paf, 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 paf. Explosion en cascade de tous les ballons d'hélium. Les passants sursautent et partent affolés dans les rues, c'est la panique générale. Le GIGN arrive en trombe et plaque au sol l'agent d'entretien sous le choc. Le GIGN est horrifié. 15 mitrailleuses se braquent sur l'agent d'entretien. Le président de la République fait une allocution télévisée. Nous venons de subir une attaque terroriste russe. Une vidéo de l'agent d'entretien au sol passe en boucle. Le président exulte. Nous sommes en guerre! Dans le monde, toutes les armées sortent les chars. Dans les bureaux présidentiels, identifiables par des petits drapeaux, chaque gros doigt de gros dirigeants appuie simultanément sur les gros boutons rouges. Bombe nucléaire. Nuclear bomb. Para bailar la bomba. Je sais pas comment on dit. Boum! La Terre explose. Vous croyez que ça se peut pas? Ben si, ça se peut. Ce qu'on veut raconter avec cette série cartoonesque, c'est qu'avec nos comportements, la Terre est toujours perdante. Selon les épisodes, elle explose, elle flambe, elle fond, elle craque, ou même se fait dévorer par un zombie. Mais notre conviction, c'est que tout est encore possible pour éviter le pire. Et donc, vous l'aurez compris, à chaque épisode, c'est construit de la même manière. Ça se termine toujours par notre trio à plumes qui se met en action pour empêcher la fin du monde. Par exemple, en éteignant un mégot mal éteint ou en empêchant un petit lézard revanchard de conquérir le monde sur un petit panier à cornichons. Dit comme ça peut être bizarre, mais quand vous verrez ça sur vos écrans, vous verrez, c'est très marrant. Oui, parce que nous, si on gagne le concours d'atmosphère... Alors, les producteurs se jetteront sur notre projet. Les diffuseurs se battront pour le diffuser. Très très cher. La France entière, puis le monde entier, regarderont tous les épisodes. Tous aussi bons et drôles les uns que les autres. L'humanité tout entière prendra conscience des enjeux de société. Et la planète sera sauvée. Si ça se peut. Merci beaucoup à tous les deux. Toujours dans la catégorie animation, voici la bande des Arbis de Romain Bourseau, Gaël Jacquemin et Héloïse Lepriol. Bonjour, alors j'ai une question pour vous aujourd'hui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de partir en voyage pendant de longs mois, de revenir chez vous et de vous sentir complètement décalé? Peut-être après de longs mois à l'étranger. Eh bien, c'est précisément ce sentiment que vont vivre nos trois héros, la bande des Arbis. Des animaux sauvages qui ont fait un long voyage dans le monde des humains et qui en sont revenus changés. On les a aujourd'hui avec nous et je vous propose qu'on les laisse se présenter. Alors enchanté, moi je suis Serpentin, je suis un petit python au grand cœur. J'ai vécu parmi les humains, enfin vécu. Je leur ai surtout servi d'écharpe ou de collier. Oui, c'était des clients d'un hôtel de luxe, vous savez. Mais je ne suis pas qu'un physique, je suis un animal malin. Et un beau jour, je me suis faufilé hors de ma chambre et j'ai rejoint la jungle pour rejoindre ma grand-mère Nanaconda. J'en suis revenu avec quelques dons. Je peux me transformer maintenant en objet humain, comme d'un petit lasso, ou d'un hélico, ou d'un yo-yo. Mais je suis aussi le pont qui rassemble mes amis un peu particuliers, vous le verrez. Alors, buongiorno, moi je suis Alci, une petite araignée, mais une grande artiste, je fais des toiles extraordinaires. Alors, moi j'ai grandi en Italie, dans un musée, et quand j'étais petite, j'adorais faire des toiles un peu partout, mais le problème, c'est qu'une dame très méchante, tous les jours, venait avec son balai et arrachait mes œuvres d'art. Alors, il y en a eu marre, j'ai claqué la fenêtre, et je suis parti vivre dans la jungle de mes ancêtres. Salut, moi c'est Dodo. Je suis une paresseuse, 2 de tension, mais 180 de QI. J'ai grandi dans une décharge en bordure de la jungle et c'est là que j'ai commencé à me passionner par tous les objets de la civilisation humaine que je trouvais et à bricoler tout ce qui me tombait sous la patte. C'est comme ça que j'ai inventé la cococyclette, la banana jeep ou encore le frigocoptère, un frigo avec des palmes sur les côtés qui, quand on l'actionne très vite, permettent de le faire voler.
ou des fois juste tomber. Bonjour, donc nous on est Héloïse, Romain et Gaël et aujourd'hui on vous présente notre série d'animation jeunesse qui s'appelle La Bande des Arbis en épisode de 13 minutes bouclés. Cette Bande des Arbis, c'est un trio d'animaux sauvages qui a longtemps vécu chez les humains et qui aujourd'hui sont enfin de retour dans leur jungle natale, seulement voilà, ils sont revenus toqués. Dans la jungle, ils sont paumés, ils n'ont plus les codes. Et pourtant, vous allez voir que ce sont souvent ces 3 bras cassés qui vont sauver la jungle et la défendre. Excusez-moi, mais se défendre de quoi? Bonjour, je me présente, je suis le président officiel du Conseil des singes de la jungle et je peux vous garantir que dans la jungle, il n'y a absolument aucun danger. Voilà, alors vous savez ce que c'est les junts, ils aiment bien s'amuser à se faire peur, des humains par-ci, par-là, pourquoi pas des ovnis tant qu'on y est, hein. Mais n'hésitez pas à venir nous parler au Conseil, hein. Nous sommes tous les jours du matin au soir dans les bananiers. Et elles sont excellentes en plus. Alors, non, merci. Non, vraiment sans façon, merci. C'est très gentil d'avoir intervenu. Juste, ce qu'il ne veut pas voir, c'est qu'une réelle menace pèse sur la jungle. C'est un animal redoutable. Il est terrifiant, il est angoissant. C'est un oiseau multicolore, un perroquet, qu'on appelle... Pardon, j'ai fourché, désolé. C'est un animal qui imite les voix de n'importe quel animal et qui est méchant. Mais pourquoi est-il si méchant? Parce que... Ah oui, d'accord. Bon, et c'est aussi parce qu'il est très seul. Il est totalement dévoué à son maître, un humain nommé Santiago. Alors Santiago, qui c'est Santiago? C'est un braconnier raté, un collectionneur d'animaux empaillés dont le but est de capturer tous les animaux sauvages. De Santiago, on ne voit jamais le visage, que les Santiago rouge Ferrari en peau de serpent qu'il met même à la plage, la classe. Et leurs stratagèmes sont absolument machiavéliques. 2 exemples, juste 2 exemples. Par exemple, un faux casting sauvage qui a eu lieu dans la jungle et qui promet gloire et banane à volonté à tous les animaux. Résultat, 5 ouistiti ont disparu. Ouais. Et l'autre jour encore, il y avait des milliers de drones dans le ciel en forme d'aigle géant. Panique totale sur la canopée. Qui a disparu? Les perruches. Heureusement, la Bande des Arbis était là quand même. Avec la Bande des Arbis, on a voulu écrire une série sur la coopération de toutes les formes d'intelligence, puisqu'on est dans un monde avec des problèmes qui vont devenir de plus en plus compliqués. Et à un cerveau tout seul, on n'a aucune chance de s'en sortir, alors qu'à 3, ça peut être un petit peu différent. On remercie Théo Guyot et son incroyable coup de crayon, et on vous remercie, vous, de nous avoir écoutés, et surtout... Restez Arbis. Merci beaucoup. Merci à tous les 3. Dernier pitcher, dernier scénariste à passer devant vous, c'est Gustave Solois avec Le Dernier Rouge. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes bien installés, prêts à écouter la dernière histoire. Je m'appelle Gustave Solois, je travaille dans le cinéma d'animation et j'ai l'envie de raconter des histoires qui réenchantent le réel, qui redonnent de l'espoir et de la confiance. Mais si je suis aujourd'hui devant vous, c'est pour vous parler d'une graine. Une petite graine qui a germé il y a 1 an. J'étais dans la forêt, assis face à un étang. C'était le début de l'automne. Il y avait du vent dans les branches et cette odeur de terre humide. J'avais allumé un feu devant moi et je soufflais sur les braises. Les premières cendres se sont formées et ça m'a fait repenser à l'histoire de mon grand-père. Il a grandi à Rouen à la fin de la Seconde Guerre mondiale et il a vu sa maison détruite et réduite en cendres par les bombardements alliés. C'est là que la petite graine a germé. J'avais une situation de départ, un élément déclencheur avec le feu et la résistance et un voyage à travers la forêt. Depuis, cette graine a poussé et je lui ai donné un nom, je l'ai appelé Le Dernier Rouge. Laissez-moi vous emmener très loin d'ici, dans un monde oublié des nôtres. Au nord, des montagnes infranchissables et au sud, une forêt sans fin. Au milieu, au creux de la vallée, vivent 2 peuples divisés. En haut, les Valkoinen, des nomades venus du ciel à bord d'immenses cités flottantes qui ont plongé toutes les terres dans l'ombre. Pour alimenter le moteur de leur machine, ils brûlent la résine des grands pins rouges, un arbre qui était autrefois sacré pour le peuple opprimé
qui survit en bas, les Taliennes. Parmi eux, grandissent ensemble, en marge, 2 jeunes enfants. Mina, la plus âgée, passe ses journées à démonter les machines tombées du ciel pour en comprendre les mécanismes. Luca, lui, préfère peindre des plantes imaginaires sur les murs de la ville en rêvant qu'elles prennent vie. Autour d'eux, la tension monte. Depuis peu, les cités flottantes perdent de l'altitude, tandis qu'une épaisse résine rouge suinte des machines sur les pavés de la ville. Des bruits courent qu'une maladie se propage dans la forêt et altère la résine des pins. Mais Mina et Luca espèrent secrètement le retour des Rouges, un groupe de résistants de leur peuple disparu des années auparavant. Leur destin bascule lorsqu'un aéronef rebelle sort des nuages en catastrophe et s'écrase sur leur maison. Dans les ruines encore fumantes, Mina découvre un artefact d'une technologie de la résistance. Pour elle, ça ne fait aucun doute. Elle est poussée par une conviction inébranlable. Elle entraîne Luca au cœur de la forêt sans fin, à la recherche des derniers Rouges. Mais leur voyage devient une épreuve initiatique. La forêt n'obéit à aucune règle. Elle n'est pas là pour les détruire, ni pour les protéger. Elle les oblige à désapprendre, à regarder autrement. Les saisons s'enchaînent et au plus dur de l'hiver, alors que tout semble perdu, ils rencontrent enfin le dernier Rouge. Mais ce n'est plus qu'un vieil ermite, rongé par la culpabilité d'une révolte éteinte depuis bien longtemps. Luca sombre dans une mélancolie profonde et finit par mourir, consumé par le feu de ses émotions. Mina se retrouve seule, endeuillée, mais décide de partir en quête de vérité. Peu à peu, elle comprend que les arbres ne sont pas malades, mais en mutation, qu'ils ont changé la nature de leur résine pour s'adapter au pillage et préparer un nouveau cycle. Alors Mina décide de lâcher sa colère et de choisir le pardon. Et tandis que les cités flottantes s'effondrent au loin, par un geste simple mais révolutionnaire, elle invite les Valkoinen à planter une graine. J'imagine ce conte en long métrage avec des textures organiques, des visuels oniriques, des décors peints à la main. J'ai envie de rendre hommage aux univers qui ont nourri mon enfance, Dark Crystal, L'Histoire sans fin, Nausicaa ou Princesse Mononoke. Dans Le Dernier Rouge, la résilience de la nature devient la nouvelle forme de résistance. J'ai été très inspiré par les travaux de Ernst Zürcher, Francis Allais ou encore Peter Wolleben, des botanistes et ingénieurs forestiers. Et je cherche à transmettre l'intelligence des arbres, leur rapport au temps long et leur capacité à se rééquilibrer. Dans mon histoire, la forêt n'est pas un décor à protéger, c'est un être complexe qui se transforme et s'exprime si on apprend à tendre l'oreille pour écouter ce que les arbres ont à nous dire. Le Dernier Rouge n'est pas une fable de fin du monde, c'est l'histoire de la fin d'un monde et de la naissance d'un autre. C'est une histoire de fin de cycle où l'on cesse d'entretenir le feu de la colère pour apprendre à nourrir la confiance. Et c'est cet espoir que je veux laisser à chacun, comme une graine dans le creux de la main. Merci beaucoup. Merci Gustave. Gustave, reste avec moi et je vais rappeler tous les pitchers, tous les scénaristes qui se sont succédés devant vous. Ne prenez pas trop votre temps non plus, hein, si vous voulez bien. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît? Un exercice pour lequel ils ont bien assuré, qui n'était pas évident pour eux. Donc voilà, tous ces magnifiques scénaristes du parcours Nouveau Récit qui sont venus vous pitcher leurs histoires cet après-midi. Et on remercie Martine et Alexandra qui les ont coachés également, qui peuvent venir nous rejoindre également sur scène parce que, évidemment, il a fallu les aider à préparer ces interventions. Donc voilà. Le jury va se retirer maintenant pour délibérer. Et puis ce soir, lors de la cérémonie de clôture, on saura qui remporte les coups de cœur et les prix de ce concours de scénario. Et évidemment, vos avis vont être pris en compte. Vous avez des petits papiers sur lesquels vous allez pouvoir noter vos coups de cœur. Ne me demandez pas comment vous transmettez les papiers. Ça va se faire. D'une manière ou d'une autre. En disant ça, j'espère avoir la réponse. Ça va se faire. Voilà. Merci à vous en tout cas et bravo encore. Merci à vous tous. Bravo.